Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Majnak. On continue donc notre tutoriel et là on va passer un petit peu aux règles avancées. Donc pour ceux qui tombent sur la vidéo et qui souhaiteraient avoir le tutoriel du jeu de base, je vous invite évidemment à retourner dans la playlist, vous allez la trouver. Donc là on va se concentrer au niveau du tuto sur les combats avancés un peu spécifiques et les combats difficiles. Et puis on va aussi voir les unités, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu les unités. On va aussi voir vite fait l'interaction avec les villes et puis voilà. En gros, après, vous serez capable de jouer à Majnak tranquillement et facilement tout seul. Donc tout d'abord, je tiens à rectifier quelque chose. On m'a dit au niveau du Discord que je me suis peut-être mal exprimé au niveau des doubles attaques. Ou peut-être que j'ai dit des bêtises, hein, c'est possible aussi. Alors je reprends mes 4 dés qui correspondent aux séquences de jeu d'un combat. D'accord. Donc séquence de jeu d'un combat, on a la distance, enfin l'attaque à distance, on a la parade, ensuite on a l'assignation des dégâts, si justement on parade pas, et après on a l'attaque. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas dit par rapport à ça. Dans un premier temps, je n'ai pas dit qu'au niveau des attaques, toutes les attaques fonctionnent. Quand vous arrivez dans cette phase-là, toutes les attaques fonctionnent, hein. Ça, je l'ai pas forcément dit, mais pour moi c'était un peu logique, mais c'est vrai que j'aurais dû le dire. C'est-à-dire que si vous avez des attaques à distance, elles fonctionnent évidemment dans cette phase-là, elles fonctionnent. Vous pouvez mettre des attaques à distance. Du moment qu'il y a le mot attaque, vous pouvez tout mettre. D'accord? Par contre, évidemment, dans cette phase-là, qui est justement l'attaque à distance ou l'attaque de siège, ben là, vous ne pouvez pas mettre attaque normale, hein. Vous êtes obligé de mettre attaque à distance. Voilà. C'était juste petite, je l'ai pas forcément dit sur la première vidéo, donc petite correction entre guillemets. Voilà, une attaque à distance peut être jouée ici, mais aussi ici, hein. Ici, vous pouvez jouer toutes les attaques en fait, en vrai, tout ce que vous avez quoi. Petite correction également, enfin correction où je me suis mal exprimé peut-être, c'est au niveau des doubles attaques. Certains sur Discord n'ont pas totalement compris ce que j'avais expliqué, alors je vais réexpliquer. En fait, les doubles attaques, vous avez le droit de parer chaque. En fait, vous devez, en fait, c'est pas vous avez le droit, c'est vous devez séparer chaque attaque séparément, d'accord? Vous pouvez pas les grouper. Mais par contre, vous avez le droit d'en parer qu'une seule, et puis après, vous prendre l'autre dégât, hein. Je me suis peut-être mal exprimé dans la première vidéo où où je me suis peut-être trompé, hein, ça peut arriver aussi. Donc, par exemple, je vais faire une parade 2 ici, d'accord? Ce qui fait que celle-là est parée. Ensuite, je décide l'autre de ne pas la parer. Elle passe en assignation des dégâts et elle m'inflige un point de dégâts. Voilà. Donc ça, vous avez le droit. Attention, c'est ce que j'ai précisé dans la première vidéo. Par moment, il y a des capacités qui vous disent que si elle fonctionne, la capacité, que si l'ennemi est considéré comme bloqué, et ça, j'avais bien précisé, si vous bloquez qu'une seule attaque sur les deux, l'ennemi n'est pas considéré comme bloqué. C'est peut-être là où il y a eu un quiproquo et que peut-être que je me suis mal exprimé là par rapport à ça. Voilà, donc voilà la correction, vous avez totalement le droit, hein, de bloquer une attaque et de prendre des dégâts sur l'autre attaque. Mais attention, si une capacité vous demande que l'ennemi soit bloqué entièrement, bah dans ce cas-là, ça ne marche pas, il faudra bloquer les deux attaques, ok? Donc voilà pour la petite correction entre guillemets. Là maintenant, ce qu'on va parler, on va parler des interactions au niveau de la map. Donc quand vous arrivez dans une forteresse, alors c'est pareil, il y a quelque chose que j'ai pas dit aussi, quand vous combattez un orc, une fois que vous l'avez tué, du fait que ça soit un orc qui soit dans la pampa, en fait la vallée, elle aime que vous enleviez les orcs de sa vallée. À chaque fois que vous tuez un orc, vous gagnez un point de réputation. Donc la réputation qui est ici. À chaque fois qu'on tue un orc, on gagne un point. Si vous gagnez, si vous tuez un dragon, les dragons ici, vous gagnez 2 points de réputation. Même chose, c'est comme les orcs. Hop, on gagne 2 points de réputation si on tue un dragon. D'accord? Donc ça, je l'avais pas forcément dit. Si par contre vous attaquez un château, donc un château, une tour de mage, il y a quoi d'autre? Euh, je crois que c'est tout. Oui, château, tour de mage. Dans ce cas-là, vous allez perdre de la réputation. Parce qu'en fait, ils sont tranquillement chez eux et vous les attaquez. Donc si vous attaquez un château ou une tour de mage, là, vous allez perdre un point de réputation. Pas oublier aussi, ça peut être une erreur assez fréquente d'oublier de se le retirer. D'accord? Voilà. Donc quand vous avez fait votre mouvement, après vous faites ce que vous voulez. On imagine que là, j'arrive dans le château. Dans le château, j'ai le droit de faire une interaction. Comment fonctionnent les interactions? Les interactions, en fait, vous allez pouvoir utiliser toutes les cartes de tête, donc d'influence, par exemple comme celle-ci, voilà, qui va vous permettre de gagner de l'influence. Vous allez gagner de l'influence, donc là, par exemple, influence 2,
Ici, j'en ai une influence 2, ça fait 4 d'influence. Donc, un peu comme le mouvement. Et dans chaque ville, vous allez pouvoir interagir avec. Alors, évidemment, suivant les villes, ça va être différent. Par exemple, dans le château, si on regarde la carte, je vous invite à prendre les cartes. C'est plus facile quand on débute, bien entendu. Alors, dans le château, j'ai mis où le château? Bah, il est là. Dans le château, par exemple, vous pouvez recruter des unités. Recruter des unités portant l'icône forteresse. Sur les unités qu'on peut voir ici, elles ont tout le temps des icônes. Les icônes correspondent à l'endroit où vous pouvez les recruter. Donc là, par exemple, on nous dit qu'on peut les recruter dans un village et on peut les recruter dans un monastère. Donc là, pareil, hein, les icônes, il faut évidemment les apprendre. Vous les avez aussi en haut à droite des cartes, comme ça peut vous aider au début. La tour de mage, vous pouvez aussi, recruter des unités. Et vous pouvez aussi dans la tour de mage, par exemple ici, on nous dit que pour 7 points d'influence et 1 mana, on peut acheter un sort. Donc les sorts qui sont ici. Donc si je suis dans une tour de mage, qui est libre hein, bien entendu, si vous allez dans une tour de mage avec un ennemi, il faudra forcément le combattre. Il n'y a pas le choix, vous êtes obligé de le combattre. Une fois que vous avez libéré la tour, sur votre prochain tour, vous pouvez faire une interaction pour interagir avec la tour de mage. Et dans ce cas-là, donc là, par exemple, pour la tour de mage, vous pouvez payer 7 d'influence plus un mana pour gagner un sort. Donc si vous le faites, vous gagnez un sort. Et voilà, d'accord? Donc ça marche comme ça, les interactions. Suivant les endroits où vous allez être, ça va changer, bien entendu. Par exemple, au village qui est là, vous allez pouvoir vous heal. Donc donner de l'influence contre du heal. Par exemple. Voilà, donc donner de l'influence contre du heal. Au village, vous avez une particularité aussi, c'est que vous pouvez y foutre le feu, mais attention, si vous y foutez le feu, vous perdez 1 d'influence et vous pouvez piocher 2 cartes. Donc ça, c'est plutôt utile quand vous êtes dessus pour votre prochain tour. Voilà, donc ça, c'est pour ça. Et après, vous avez tout ce qui est un petit peu donjon, tout ça. Pareil, quand vous interagissez dessus, ben, vous combattez par exemple comme là un ennemi. Et si vous réussissez à le combattre, vous lancez un dé pour savoir la récompense. Si c'est gold ou nuit, vous gagnez un sort. Si c'est une autre couleur, vous gagnez un artefact. D'accord? Voilà. Donc je vais pas vraiment tout donner, tout ce qui se passe sur la map. À vous de récupérer les cartes, c'est tout indiqué dessus. Je pense que ça, en termes de difficulté, c'est pas ce qu'il y a trop difficile quand on débute à Mage Knight. Il suffit de prendre les cartes, de la lire et de jouer doucement au début. Puis après, évidemment, il y a plein de trucs. Donc après, il y a plein de règles à savoir. Par exemple, je sais que dans la vallée ici, enfin dans la vallée, dans la clairière magique ici, je sais que si je débute mon tour dans la clairière magique, eh ben je gagne un jeton or qui va m'aider sur mon tour. Par exemple. Je sais aussi que la clairière magique, je peux me faire heal. Voilà. Mais ça, vous allez l'apprendre à force de justement de prendre les petites cartes et de les lire. Tout est indiqué dessus. Donc moi, je vous invite vraiment à le faire, de les lire en début de game. Et quand vous les découvrez petit à petit, vous les lisez. Voilà, clairière magique. Euh, si vous commencez votre tour dans une clairière magique, pendant le tour, gagnez un jeton mana or. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez? Donc ça, en fin de compte, en termes de tuto, il y a pas vraiment besoin de s'éterniser dessus, puisque en fin de compte, comme c'est tout écrit sur les cartes, il suffit de prendre les cartes et de bien les lire. Vous voyez, je pense pas qu'il y aura des erreurs en termes de ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est le tour du jeu, mouvement, interaction. Mais ça, je pense que depuis la première vidéo, vous l'avez compris. Donc voilà, je voulais vraiment venir dessus. Attention aussi sur les ruines. Quand vous allez sur une ruine, par exemple, vous faites une interaction où vous faites la ruine, vous n'êtes pas obligé hein, de la faire. Et là, par exemple, on nous dit, ben, faut combattre 2 ennemis violets, et si on arrive à les battre, on gagne une carte or et une carte d'action avancée. Voilà, une carte or, une carte de sort, pardon, et une carte d'action avancée. Voilà. Donc après, suivant évidemment les tokens, ça peut changer. Là, par exemple, je dois dépenser 3 mana rouges pour gagner 7 points de gloire. Vous voyez, donc voilà, souvent hein, c'est 3 orques pour gagner une unité soit élite, soit normale. Vous voyez, c'est assez simple à deviner. Voilà. La question qu'on pourrait se poser, c'est par exemple si j'attaque un château et que je perds le château, ou la tour de mage, peu importe. Par exemple, là il y a une tour de mage, je l'attaque et je perds. Si vous perdez un combat, et ben dans ce cas-là, vous revenez sur la première case sécurisée où vous étiez. Alors la première case sécurisée, c'est quoi une case sécurisée? Une case sécurisée, c'est une case où vous pouvez rester simplement. Donc hop, vous revenez ici, là où vous étiez, d'accord? Vous n'avez pas le droit de bouger ailleurs. Hein. Si jamais vous perdez, vous revenez sur votre case sécurité. C'est important cette distinction-là parce que par moment, il y a des mouvements qui vont vous permettre, par exemple, de passer des montagnes ou passer un lac. Par exemple, je ne sais pas si je suis ici et que ça me permet de ou si je suis là, peu importe,
ça me permet d'aller là et que je fais un tac tac. Alors normalement on n'a pas le droit de passer là, mais peut-être qu'avec une carte de compétences avancées, on pourra passer là. Ben je passe là, je viens là, je perds, je vais pas aller là. Pourquoi? Parce que la montagne n'est pas considérée comme une case sécurisée. Voilà. Donc là, pour le coup, ça sera plutôt ici. Ou peut-être même ici. Il faut regarder dans le livre exactement, je sais plus. Mais voilà, bien faire attention avec les cases sécurisées. Il y a la description hein, dans le livre de règles par rapport à ça. Voilà, donc ça peut être une erreur, mais bon, ça arrive pas souvent. Généralement, comme on calcule avant, ça arrive pas souvent qu'on arrive dessus et on perde le combat, quoi. Donc là, maintenant que vous avez compris un peu le principe, il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est si vous êtes dans un espèce de trou, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes là, adjacent à un trou, au niveau de la map, eh ben vous pouvez, en phase de mouvement, dépenser 2 points de mouvement pour dévoiler une tuile. Voilà. Et en fait, c'est ce qui est écrit ici. Ah bah c'est peut-être pas marqué là. C'est peut-être marqué sur la carte du coup. Voilà. C'est écrit ici. L'exploration, ça coûte 2 points de mouvement. Ça marche exactement comme le mouvement. C'est juste qu'il faut dépenser 2 points pour pouvoir explorer la nouvelle tuile. Voilà. Donc je préfère, je l'ai pas forcément dit aussi, mais bon, ça c'était un peu logique, d'accord? Donc là, une fois que vous êtes dans, par exemple, une tour de mage, ou un château, ou une clairière magique, ou des villages. Vous pouvez donc faire une interaction, dépenser de l'influence pour recruter une unité. L'influence, vous la calculez. Vous calculez en plus votre bonus ou malus, ça dépend. Donc si par exemple j'ai 6 d'influence plus 1, ça me fera 7 d'influence. Et après, vous dépensez votre influence comme bon l'entend. Donc là, par exemple, je peux très bien, si par exemple je suis au village, je peux très bien m'acheter E à 3 d'influence. Et si j'ai 6 d'influence, je peux très bien dépenser 3 d'influence supplémentaires pour me heal. J'ai le droit. Vous faites ce que vous voulez avec votre influence, d'accord? Par contre, attention, vous ne gagnez pas le bonus 2 fois. Hein. Le bonus, c'est que vous le gagnez qu'une seule fois par rapport au nombre d'influences que vous dépensez. Voilà, c'est cumulé, vous avez un nombre total et vous faites ce que vous voulez avec. Quand vous recrutez une unité, bah, vous la mettez devant vous par rapport à votre pion. En fait, on a des pions comme ça, des tokens comme ça, d'accord? Alors au début du jeu, on en a un, il est là. Au début du jeu, on en a un, d'accord? Puis après, plus on va avancer dans la game, plus on va monter de level up et plus on va en débloquer. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra avoir plus d'unités. Pour l'instant, quand vous en avez qu'un, vous pouvez avoir qu'une seule unité. Si jamais vous en rachetez une, bah, il faudra défausser celle que vous avez pour en racheter une, par exemple, si vous le souhaitez. Voilà. Si vous avez 2 jetons, vous pouvez mettre 2 unités, d'accord? C'est très simple. Et on va s'attarder au niveau des combats avec les unités. Alors les unités, vous pouvez les utiliser pour les différentes capacités qui sont représentées sur la carte. Donc là, par exemple, première capacité, on me dit, j'active l'unité, parce que pour chaque capacité, il faut activer l'unité, bien entendu. J'active l'unité, je dépense un dé de mana vert et je fais soin d'eux. Voilà. Donc j'active l'unité, je dépense un dé de mana vert. Enfin, un dé de mana. Un mana plutôt, pas forcément un dé d'ailleurs. Ça peut être un jeton ou ce que vous voulez. Et je fais soin d'eux. Je peux rendre une unité disponible, je peux gagner un jeton. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est où on les recrute. Ça, c'est le nombre qu'il faut d'influence pour pouvoir les recruter. Ça, c'est leur niveau. Ça, c'est leur bouclier. Ils ont 2 de bouclier. D'accord? Donc on va voir justement en combat comment ça marche. Ben, je prends un ennemi, par exemple je vais prendre bah, tiens, celui-là. Alors, celui-là il a une particularité, il est brutal. Brutal, on l'a vu dans la première vidéo, ce que ça faisait. Et il a une particularité, c'est qu'il est élémentaire. Pour l'instant, je n'ai encore pas parlé d'élémentaire au niveau du tuto et je pense que c'est vraiment le plus difficile à comprendre. C'est pour ça que je vais l'expliquer juste après. Je vais d'abord expliquer les unités. Donc je vais prendre un autre qui n'est pas, par exemple, lui. Non, par exemple lui. Ouais, peu importe. Ok. Donc là, on imagine. Donc là, phase de distance. Bon, j'en ai pas. Quoique, les troupes, les chocs de troupes, vous voyez, ils ont une capacité qui permet de faire une attaque à distance. Toutes les attaques autres que vos autres unités sont augmentées de 1. Toutes les attaques de vos autres unités sont augmentées de 1 quand on fait une attaque à distance. Donc je pourrais très bien faire avec ma troupe de choc attaque à distance 1. Ça fait. Je lui fais 1 du coup. Mais il faudrait que j'en ai d'autres pour pouvoir le tuer. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, on passe en parade. 4 de parade. Pareil, vous pouvez utiliser vos unités pour parer si jamais elles ont la capacité de parade, bien entendu. Sinon, le reste, ça change pas. Hein. Tout ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo, ça ne change pas. Et après, ce qui peut changer, par contre, c'est en phase d'assignation de dégâts. Donc, quand vous êtes en phase d'assignation de dégâts, vous avez le droit d'assigner des dégâts à vos unités. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore.
Et vous avez le droit d'assigner qu'une seule unité par combat. Enfin non, attention. Là, ce que je dis, c'est un peu faux. En fait, vous avez le droit d'assigner votre unité, une unité en fait, peut être assignée pour des dégâts qu'une seule fois par combat. Voilà, c'est plutôt ça la réalité. C'est-à-dire que là, je peux assigner elle pour prendre des dégâts et je peux assigner elle pour prendre des dégâts, d'accord? Par contre, je peux pas assigner elle deux fois si par exemple il y a deux ennemis. Si par exemple, je sais pas moi, il y a lui, il y a lui par exemple, et ben j'assigne les dégâts à lui, je l'assigne à eux. Ok, il va se passer des choses qu'on verra après. Et puis eux, je les assigne, par exemple, à eux. Je peux pas, lui, je peux pas du coup l'assigner à lui ni à lui parce qu'ils ont déjà assigné une fois par game. Donc les unités ne peuvent assigner qu'une seule fois. Vous pouvez les assigner qu'une seule fois par game, enfin par combat plutôt. Voilà, par combat, d'accord? Ok. Quand vous assignez des dégâts, ben en fait vous faites comme normalement, c'est-à-dire que là il y a 4 de dégâts moins 2. Donc c'est comme normal. On prend une blessure. Je les ai mis où les blessures là? On prend une blessure qu'on va mettre sur l'unité. Ok? Et 4 moins 2, ça fait qu'il reste 2. Les deux restants vont être mis à moi, forcément, puisque elle ne peut plus encaisser elle peut plus encaisser. C'est fini, elle est blessée, elle peut plus encaisser. D'accord? Pareil. Une fois qu'une unité est blessée, vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est pour ça que vous mettez votre carte dessus et vous ne pouvez plus l'utiliser. Pour soigner une unité, il faut faire un soin qui est de la valeur de son niveau. Donc là, un soin 1, vu que c'est niveau 1, me suffit pour la heal. Par contre, elle, il faudrait un soin 2 pour pouvoir la heal. Voilà, il me faudrait un soin 2 pour pouvoir la heal, d'accord? Donc par exemple, vous pouvez combat en mode, bon bah regardez, là il y a 3, on s'en fout du brutal, hein. Il y a 3 dégâts, hop, bah, voilà, j'assigne les dégâts là-dessus. 3 moins 3, c'est bloqué. Il reste plus rien, donc c'est bon. Puis après, je peux utiliser soin 2 avec un mana pour healer celle-là. Attention, le soin, obligatoirement à la fin du combat, hein. On ne peut pas utiliser un soin en combat. Donc soin 2, par exemple, à la fin du combat pour les healer. Voilà, ça pourrait combat par exemple, d'accord? Donc quand une unité est blessée, on ne peut pas l'utiliser. Ok. Par contre, vous avez le droit d'utiliser une unité et après d'assigner les dégâts. Ça, vous avez le droit. Par exemple, hop, par exemple, j'ai tout ça en ennemi. Phase à distance. On imagine, je peux tuer lui à distance parce que j'ai des cartes. Par exemple, j'ai 3 de distance. Voilà. J'ai 3 d'attaque à distance, mais il manque 1 parce il faudrait 4 pour le tuer. Bah, je vais faire 3 attaques à distance sur lui. Là, je vais utiliser mon unité qui me donne plus un attaque à distance. Ça fait 4, lui, il meurt. Ok, par exemple. Eux, bah, je peux pas les tuer. Donc, hop, hop. On imagine, je les pars pas. On passe en assignation des dégâts. Assignation des dégâts. Même si elle a déjà joué, j'ai le droit d'assigner les dégâts sur elle. Parce que l'assignation des dégâts, c'est différent. Même si vous l'avez joué, vous avez le droit de le faire. Et donc là, 3 moins 3, on s'en fout du brutal. 3 moins 3, 0, ok. Si par contre il reste des dégâts, évidemment, ça sera assigné à vous ou à une autre unité. Par contre, si par exemple vous commencez un combat et votre unité est déjà blessée, si une unité est déjà blessée, vous ne pouvez plus assigner les dégâts, forcément. Là, je peux pas assigner les dégâts à elle parce qu'elle est déjà blessée. Une unité peut être blessée qu'une seule fois et c'est tout. Donc voilà pour l'assignation des dégâts. Après, les unités s'utilisent par rapport à leur capacité. On va peut-être en voir d'autres, par exemple. Elle influence 4. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, cette unité-là, quand vous faites une action d'influence, par exemple. Là, vous pouvez gagner un cristal blanc. Là, action par attaque ou parade. Donc ça, c'est bien. Alors ça, c'est une de mes préférées, les golems gardiens. Quand je la vois, j'essaie toujours de la recruter parce qu'elle a une résistance, elle a une résistance physique et la résistance physique, c'est très très fort, carrément même. Donc, je vais la prendre pour vous expliquer comment ça marche la résistance physique quand on va passer au mage. Donc, on va garder, ça on s'en fout. Pour l'instant, on va dire qu'on a les deux là, d'accord? Voilà. Après, attention, hein, si par exemple vous avez une unité blessée. Et vous vous dites, bah mince, j'ai pas de soins pour la soigner. Vous avez très bien le droit d'en racheter une, qui est dans le pool hein, d'unités. Vous en rachetez une et vous enlevez votre blessé pour mettre la nouvelle. Ça, vous avez le droit de le faire, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'abord de soigner pour acheter une nouvelle, bien sûr que non. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Ok. Donc là, on imagine qu'on aura ces deux unités-là. Je vais dire un truc important aussi. Quand vous faites un level up à la fin du tour, vous devez faire des level up par rapport à ce que vous avez fait, bien entendu. Si vous faites un level up, par exemple, on imagine je passe level 3, là vous avez un level up à faire, pardon. Vous devez choisir une compétence
et vous devez choisir une carte. Alors, vous avez un pool de compétences. Vous allez piocher 2 compétences. On commence toujours par les compétences, hein. Donc, vous allez piocher 2 compétences et vous allez choisir celle que vous voulez. Alors, les descriptions des compétences, je ne vais pas les faire. Pour regarder la carte, c'est marqué, indiqué dessus. Par exemple, je vais prendre celle-là. Voilà. La compétence que vous n'avez pas choisie, normalement, elle va dans la zone en fait qui permet, quand vous jouez en coop, par exemple, que votre copain puisse la prendre. Sauf que là, comme c'est un joueur fantôme, et ben là, vous allez plutôt prendre une compétence du joueur fantôme que vous allez mettre dans le pool de compétences disponibles. Le pool de compétences disponibles, je sais pas, vous le mettez par exemple ici. Ce qui fait à la prochaine fois que vous level up pour gagner des compétences, vous allez en repiocher 2. Et vous avez, cette fois-ci, non pas 2 choix, mais 3 choix avec la compétence de, mince, du joueur fantôme. D'accord? Attention tout de même, si vous prenez la compétence du joueur fantôme, vous avez le droit de la prendre, mais si vous la prenez, vous êtes dans l'obligation de prendre la carte tout en bas. La dernière carte en fait du joueur avancé, vous êtes dans l'obligation de la prendre. Si vous choisissez une de vos compétences à vous, ben vous pouvez prendre la carte que vous voulez parmi le pool des 3 cartes. D'accord? Donc, quand on fait un level up au niveau de ce symbole-là, en premier, on commence par la compétence et ensuite la carte. Si vous prenez une compétence à vous, pas de problème. Si vous prenez une compétence du joueur fantôme, dans ce cas-là, vous êtes obligé de prendre la dernière carte tout en bas. Il n'y a pas le choix. D'accord? Donc ça, c'est une des règles à respecter. Voilà pour ça. J'avais pas forcément expliqué. Et quand vous faites un level up qui n'est pas le même, qui est un bouclier, par exemple celui-là, et ben c'est très simple. Vous prenez votre bouclier. En fait, vous montez l'étape au-dessus et le bouclier justement sera un emplacement supplémentaire pour avoir une unité. Il y a une exception à la règle. Normalement, vous devez toujours, avant de repiocher votre main, vous devez toujours faire vos level up, d'accord? Parce qu'en fait, toutes les cartes que vous allez gagner vont être au-dessus de votre deck. Donc par exemple, je fais un level up de niveau 2, je gagne une compétence. Donc par exemple, je prends ma compétence. Par exemple celle-là, d'accord? Je prends la carte que je veux. Je vais prendre celle-là. La carte ne va pas dans la défausse. La carte va aller sur mon deck. Hop. Ce qui fait que quand je vais remonter ma main, forcément, cette carte-là, elle sera dans ma main. D'accord? À chaque fois que vous avez une récompense de carte, elle sera toujours au-dessus de votre deck. Que ce soit un artefact ou ce que vous voulez, elle sera toujours au-dessus de votre deck. D'accord? Voilà, ça, faut le savoir. Sauf peut-être cas spécifique où c'est écrit, mais normalement, dans la majorité des cas, ce sera toujours au-dessus de votre deck. Donc bien penser, ça peut être une erreur aussi de débutant, bien penser à récupérer les récompenses pour compléter, pour mettre sur votre deck, pour après remonter votre main. Parce que si vous la mettez dans la défausse, forcément, ça sera faux. Ok pour ça. Si jamais il y a une exception, il y a une autre exception aussi, si jamais vous faites un combat, par exemple, je crois que je l'ai vu tout à l'heure, celle-là, celui-là par exemple. Si jamais vous faites un combat, là par exemple, voilà, vous faites un combat, donc un violet, un château pour récupérer une unité, d'accord? Si jamais vous faites un combat et que à l'issue de ce combat, normalement, avant de faire votre level up, normalement, vous devez récupérer votre récompense, c'est une unité. Mais là, malheureusement, et j'ai que 2 emplacements, si je récupère une unité en termes de récompense, je suis obligé d'en enlever une, d'accord? Si vous avez la possibilité de level up avec si vous avez level up en fait, si vous avez level up, par exemple, hop, j'ai été ici, à la suite de mon combat, j'ai gagné mes points d'expérience et j'ai réussi à faire un level up, donc j'arrive ici. Et exceptionnellement, vous avez le droit, au lieu de faire récompense en premier et après level up, là, exceptionnellement, vous avez le droit de faire l'inverse. C'est-à-dire, vous avez le droit de faire level up et après récompense. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, que dans ce cas-là précis, j'ai le droit de faire mon level up en premier. Donc, je prends mon level up, ce qui va me débloquer un nouveau lieu d'unité. Et après, je prends ma récompense. Donc, je prends mon unité, que je pourrais la mettre là. Vous voyez, ça change quand même pas mal de choses. Donc là, c'est bien spécifié dans le livre de règles. Dans ce cas précis-là, et seulement ce cas-là, vous avez le droit d'inverser récompense
et level up. Normalement, c'est toujours récompense level up, mais là, du coup, vous avez le droit d'inverser, d'accord? Exceptionnellement, parce que vous débloquez ça. Si vous débloquez pas pour, ça sert à rien, hein, vous n'avez pas le droit de le faire. Il y a que si vous débloquez un truc, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais aussi préciser, parce que ça peut aussi être une erreur. Et c'est dommage parce que du coup, ça va vous avantager à faire comme ça. Donc c'est bien écrit dans le livre de règles, vous avez le droit de le faire, donc faut pas se priver, hein. Ok. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire en termes de règles un petit peu spécifiques qui sont souvent source d'erreurs. Maintenant, on va pouvoir passer aux combats un peu spéciaux. On va pouvoir passer justement aux élémentaires. Donc, on a notre combat ici. Attaque à distance, parade, assignation des dégâts, attaque. D'accord? Donc, attaque normale quand vous attaquez. On va faire un combat normal avec des élémentaires pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais peut-être pas prendre ça. On va commencer par les élémentaires, puis après on fera les résistances. Faut que j'en trouve un pas trop dur pour vous expliquer. Il n'y a pas d'élément. Ouais, allez, on y va. Alors lui, il a arcane, mais on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout un peu. Non, mais je vais pas l'expliquer tout de suite, arcane. Ok. On va d'abord comprendre l'attaque magique. Hein, on commence par l'attaque magique parce que souvent, vu qu'on doit faire la parade avant, on verra après pour les résistances. Les résistances, c'est ça. C'est les petits symboles là que vous voyez. Attention, les résistances n'ont rien à voir avec l'attaque magique, hein, d'accord? Donc, on verra ça après. Donc d'abord l'attaque magique, il y a trois sortes d'attaques magiques. Il y a l'attaque de feu, comme vous pouvez voir là. Il y a l'attaque de feu glacé, comme vous pouvez voir là. Donc c'est du feu, moitié glace. Et il y a l'attaque de glace. Est-ce que j'en trouve un? Alors peut-être pas dans ceux-là. Plus chez les mages. Voilà, attaque de glace par exemple qui est comme ça. Voilà, donc il y a trois élémentaires en termes d'attaque. Souvent, tout ce qui est élémentaire, c'est ce qui est le plus compliqué dans Mage Knight. Et quand on pose la question à un nouveau joueur, on dit qu'est-ce que tu trouves de plus dur dans Mage Knight? Souvent, il va répondre, bah, c'est les combats, parce que c'est les élémentaires, les résistances, on comprend rien. Et effectivement, c'est le plus dur. Donc, on va essayer d'aller doucement et je vais essayer de bien vous expliquer. Encore une fois, je suis pas à l'aise dans cet exercice-là. Normalement, je suis plus gameplay pour vous montrer du jeu. Là, c'est exceptionnel. C'est parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo tuto. Mais voilà, je suis pas un professionnel des tutos, hein. Il y en a certainement qui sont extrêmement mieux faits que moi sur Internet. Mais bon, c'est pas grave, je vous ferai quand même pour vous faire plaisir. Alors, donc attaque, on s'en fout, attaque à distance, ça change strictement rien. Ça va changer au niveau de la parade. En fait, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que toutes les attaques, quand c'est pas précisé, donc là, par exemple, c'est attaque 2, il n'y a pas d'élémentaire qui est précisé. Quand il n'y a aucune précision sur l'élémentaire, eh ben, c'est une attaque physique, ce qu'on appelle une attaque physique. Donc toutes les attaques vont être physiques, d'accord? Donc là, attaque 2, c'est physique. C'est pas élémentaire. Par exemple, une attaque élémentaire, je sais même pas si... Alors là, j'ai une parade de glace. Donc parade de glace, ça veut dire que c'est une parade d'élémentaire. C'est tout. Ok. J'ai pas d'attaque physique. Ok. Bon là, ce qui va nous intéresser, pardon, c'est surtout les parades. Donc là, par exemple, j'ai une parade de glace 3. Ok. Et là, mon attaque, elle est normale. Donc c'est pas une attaque élémentaire. Ok. Jusque là, tout va bien. Ok. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que pour parer une attaque de feu, enfin c'est pas vraiment difficile à comprendre une fois qu'on est dedans. Pour parer une attaque de feu, il faut contrer l'élément. Un peu comme dans Pokémon, si vous avez un élément électrique, si vous avez un Pokémon électrique et que vous le faites combattre contre un Pokémon eau, électrique et eau, hein, souvent c'est l'inverse, donc ça marche bien. Bah là c'est le même principe. Qu'est-ce qui est l'inverse du feu? Vous allez me dire eau. Oui, eau, mais ça n'existe pas dans Mage Knight. L'inverse du feu, c'est la glace. Dans Mage Knight, je vous ai dit qu'il n'y a que trois éléments. Il y a feu, glace et feu glacé, d'accord? Donc l'inverse du feu, c'est la glace. Ok? Donc l'inverse du feu, c'est la glace. C'est-à-dire que si je fais une parade de feu sur une attaque de feu, bah forcément ma parade sera ce qu'ils appellent ça inefficace. En fait, ils disent que c'est inefficace. En gros, c'est comme si vous essayiez d'éteindre un feu alors que avec du feu. En gros, votre maison est en train de prendre feu et vous prenez un briquet pour essayer de l'éteindre. Ça marche pas. Vous voyez, bah, c'est un peu le même principe. Il me fait une attaque de feu. Donc déjà, je suis limite en feu.
Et en plus, moi, je lui fais une parade de feu. Donc forcément, ça peut pas marcher, c'est le même élément. C'est comme si en fait sur Pikachu, il fait une attaque éclair et vous lui envoyez de l'électricité. Bah limite, il va devenir plus fort. Tu vois, c'est ça dans Pokémon. Il va limite devenir plus fort. Vous allez limite le heal en fait. Et d'ailleurs, il y a dans certains jeux RPG qu'on peut retrouver sur les jeux vidéo où c'est ça en fait. C'est-à-dire que si vous faites l'élément du monstre, bah, il devient plus fort. Vous le healez en fait. Bon là, c'est pas vraiment le cas. C'est juste que là, votre parade sera inefficace. Donc si là, il me fait une attaque de feu et que je parade avec du feu, bah, c'est inefficace. Voilà, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on fait une parade physique par rapport au feu, ben c'est aussi inefficace. Et c'est peut-être là qui est difficile à comprendre. Parce que du feu, parade de feu sur une attaque de feu, c'est logique que ça soit inefficace. Par contre, une parade physique sur une attaque de feu, on se dit, ouais, c'est pas logique. Mais en fait, vous voyez, magie. Une parade physique, il n'y a pas de magie, si vous voulez. Donc, une attaque magie sur une parade non magie, et ben, du coup, forcément, ça sera inefficace. Voilà. Faut essayer de se dire ça comme ça dans la tête. Si vous voulez être efficace, eh ben, il faudra faire une parade magique, déjà, et qui sera à l'inverse de l'élément lancé. Donc là, par exemple, il m'attaque de feu. Si je veux que ma parade soit efficace, il faut que je fasse une parade magique, donc déjà de glace, et à l'inverse, glace. Donc là, par exemple, ma parade de glace, en fait, elle est super efficace contre la parade de feu. Attention, quand on dit efficace, ça veut pas dire que c'est boosté. Non, ça veut dire simplement que ma parade de feu, elle est normale. Ma parade de glace, pardon, elle est normale par rapport à la parade de feu. J'arrive à bien parer. Donc, c'est-à-dire que là, mes 3 de parade de glace, j'arrive à le parer. J'arrive à parer 3 de feu. J'arrive parce que je suis contre son élément. Et voilà. Par contre, si je fais une parade physique qui n'est pas élémentaire, donc qui n'est pas efficace, dans ce cas-là, par exemple, si je fais une parade de 2 plus une parade de 1. Donc là, toutes les cartes comme ça en parade, c'est évidemment non élémentaire. Parade, c'est du physique. Hein. Donc parade 2 plus parade 1, ça fait 3. D'accord. Et ben là, c'est inefficace. Parce que lui, il me fait une attaque magique et moi, j'essaie de le contrer avec une parade non élémentaire, physique, si vous voulez. Donc forcément, c'est pas efficace. Hein, c'est comme si je faisais une parade de feu là, ça sera pas efficace. Comme c'est pas efficace, on nous dit dans les règles qu'on divise par 2 le total de notre parade. Donc là, par exemple, j'ai 2 de parade plus 1 de parade. Je divise par 2. Donc ça fait 3. Et je divise par 2, 3, ça fait 1,5. Et c'est toujours arrondi inférieur. Donc 1,5, ça fait 1. Donc là, en fin de compte, avec mes 2 cartes-là, j'arrive à lui faire, par rapport à ces 3 de parade, à 3 d'attaque, par contre, j'arrive à lui faire simplement une seule parade. Là, avec juste ça, je lui fais une seule parade, ce qui fait qu'il me reste 2 à parer. En vrai. Vous voyez? Parce que c'est inefficace, donc on divise par 2. Si par exemple je rajoute une carte, je fais 4 de parade. Ok. 4 de parade. Comme c'est une parade non élémentaire et que lui il m'attaque en élémentaire, forcément c'est inefficace déjà, dans un premier temps. Donc comme c'est inefficace, c'est divisé par 2. Donc 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc là, j'arrive à le parer de 2. Et il reste un point de parade. Donc là, en fait, là, j'arrive pas à le parer. Si je veux vraiment le parer, donc là, je passe à 5. Divisé par 2, 2,5, arrondi inférieur, ça fait 2. 2 contre 3, donc c'est toujours pas bon. Il faudrait que je passe à 6. Donc 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc là, effectivement, j'arrive à le parer. Donc voilà comment ça marche pour les éléments en termes d'attaque. D'accord. Donc il faut bien essayer de se dire ça. En gros, quand vous faites attaquer par un élément, si vous voulez être efficace, il faut défendre contre l'élément inverse. Si vous ne faites pas une défense contre l'élément inverse, vous n'êtes pas efficace. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc là, on m'attaque en feu. Si je défends en glace, je suis efficace. Sinon, ce sera toujours divisé par 2. Toujours. Que ce soit physique ou autre. Ok? Là, il m'attaque en glace. Même chose. Si je défends en feu, je suis efficace parce que je suis à son contre, je suis son contre. Par contre, si je défends en glace ou si je défends en physique, je suis inefficace. Je serai divisé par 2. D'accord? Donc ça, c'est bon. Et après, il y a le feu glacé. Alors, le feu glacé, c'est peut-être le plus compliqué à comprendre. En fait, le feu glacé, il faut pas se dire que c'est la moitié du feu, la moitié de la glace. Essayez de vous dire que c'est un élément différent. Je pourrais limite l'appeler... Ouais. Et dites-vous que c'est un élément différent qui est contre le feu et la glace, les deux en fait, d'accord? Donc là, s'il m'attaque en feu glacé, que je défends en feu, je suis inefficace, puisque feu contre feu, on a dit que c'était inefficace.
Si je défends en glace, bah, je suis inefficace aussi, puisqu'il y a de la glace aussi. D'accord? Donc la seule façon d'être efficace contre une attaque de feu glacé, c'est de défendre avec une défense de feu glacé. Il n'y a pas le choix. Donc avec des parades de feu glacé, là, je serai efficace. D'accord? Par contre, toutes les autres, donc physique, donc déjà élémentaire contre physique, vous êtes inefficace, déjà ça c'est la base. Et après, si je défends en feu ou si je défends en glace, je suis inefficace. Donc là, même si je mets ma parade de glace contre lui, eh ben je suis inefficace. Forcément. Voilà, d'accord? Euh, Alors, ce qui peut être dur, c'est quand on a la moitié des choses avec la moitié des choses, en fait. C'est ça qui peut être souvent dur et ce qui est difficile à comprendre. Par exemple, on va utiliser cette unité-là, justement, qui a, elle, parade de feu et parade de glace. D'accord? Et puis, on va utiliser lui. On va dire que lui nous attaque à 5 de glace. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon unité. On imagine que j'ai un token de feu. Je vais prendre celui-là. Voilà. D'accord? J'utilise. Et j'arrive à faire une parade de feu 4. D'accord? Donc, parade de feu 4 contre de la glace, c'est efficace. On est d'accord. Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inefficacité. Donc, je garde mon parade de feu 4. Donc, parade de feu 4 donc, qui contre 5, ça fait 1. Et donc là, il reste 1 à bloquer. On est d'accord. Il reste 1 à bloquer. Si je fais 1, bah ça marche pas. Puisque ça, c'est non élémentaire, c'est inefficace. Donc là, en fait, il me faudrait parade 2, normal, pour bloquer le 1 qui reste. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut calculer. Maintenant, on imagine que... alors lui, ils ont beaucoup en parade de glace. Il y en a pas un. J'ai pas une autre carte qui... Par exemple... Bah oui, tiens, parade de glace. Euh, Lui, il a que 3. Je vais essayer d'en trouver un qui est plus fort en feu. Pour vous donner un autre exemple, 6, voilà, par exemple. Très bien. Parfait. On imagine, on se combat contre lui en parade. Moi, alors j'ai pas l'unité, hein, j'ai pas les unités, on s'en fout. Moi, j'ai une parade de glace 3, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, j'active ma parade de glace 3. Donc, glace contre feu, c'est efficace. Donc, c'est bon, je reste à 3. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de souci. Donc, 6 moins 3, ça fait 3. Donc là, il me reste 3 appareils. Mais attention, c'est pas 3 physiques, c'est 3 de feu. Hein. Donc là, je pourrais dire, il me reste 3 de feu appareils. Je pourrais dire, bah tiens, je vais faire une parade 2. Je vais faire une parade 2 encore, ça fait 4. D'accord? 4. 4. Alors on va calculer, voir si ça passe ou pas. Donc il restait 3 à bloquer de feu. D'accord? Moi je propose 4 de parade. Comme c'est une parade physique par rapport à une attaque élémentaire, forcément c'est inefficace. Hein, on l'a vu, hein, physique c'est forcément inefficace. Ce qui fait que j'ai 4 de parade divisé par 2, parce que c'est pas efficace. Donc 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc là, j'arrive à parer 2 sur les 3 restants. Donc il m'en manque 1 encore. Donc là, il faut que je rajoute encore. Il manque 1. Donc il faut que je rajoute encore de la parade. Donc il faut que je rajoute par exemple 2 de parade. Hop, je rajoute 2 de parade. Donc là, on recalcule. 2, 4, 6 divisé par 2, ça fait 3. Il me restait bien 3 à parer. Donc là, ça passe bien. Voilà. Donc là, ça marche. OK? Donc j'ai cumulé en fait de la parade de glace et de la parade physique, et il faut bien calculer différemment. On peut pas se dire, bah, parade 3, 4, 5, ça marche pas. Parce que ça, c'est pas de la glace. Vous pouvez cumuler seulement si c'est les mêmes éléments. Mais si c'est pas les mêmes éléments, vous pouvez pas cumuler, d'accord? Et donc, il faut bien se dire, ok, là, j'ai paré 3, combien il reste? Vous voyez? Pour qu'après, il faut diviser par 2 ce que vous allez parer. Alors, certains disent qu'ils multiplient par 2. Ça marche aussi. Par exemple, là, je fais une parade de glace 3, donc il lui reste 3. Si vous voulez savoir combien vous voulez parer, donc 3 multiplié par 2, ça fait 6. Donc là, il faut forcément que je mette 6 de parade physique pour calculer. Mais ça marche aussi. Moi, je vous conseille de les rester sur la division, c'est plus facile. Ok? Donc souvent, ce qui est dur, c'est comme ça. C'est de jouer des parades de glace, jouer des parades de feu, jouer ci, jouer ça, d'accord? C'est ça qui est difficile. Mais si vous faites bien petit à petit, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà pour l'attaque élémentaire, comment ça marche. Tout simplement. Ok? Donc c'est juste pour la parade. Après, quand vous faites l'assignation des dégâts, on s'en fout que ça soit feu
glace ou feu glacé, ça n'a aucune incidence, sauf pour les unités qu'on verra juste après. Mais pour vous, ça n'a pas d'incidence. Que vous preniez 6 points de dégâts en feu, ou 6 points de dégâts en glace, ou 6 points de dégâts en feu glacé, ça n'a aucune incidence, on s'en fout. D'accord? Voilà, donc ça c'est important. Ce qui veut dire que, par exemple, un ennemi comme ce... bon, lui il a brutal, mais on imagine il a pas brutal. Un ennemi, non, même un ennemi comme celui-là, par exemple, qui a 4 feux et glace. Pour le parer, ça va être super difficile. Parce que comme moi, on imagine que dans mon deck, j'ai que de la physique. Même j'ai la glace qui est aussi inefficace. Donc là, dans mon deck, j'ai que divisé par deux, en fait. J'ai pas d'élément feu glacé, c'est impossible. Donc, il me faudra 8 pour le parer. Il y a peut-être tout intérêt à se dire, bah, je vais pas le parer. Et je vais prendre les dégâts. Parce que 4 par rapport à mon armure, alors mon armure, je sais pas si elle est par exemple à 2, même au début du combat, même si elle est à 2, ben lui, il va me faire 2 points de dégâts. C'est peut-être plus facile de prendre 2 points de dégâts que de se dire, je vais utiliser 8 cartes pour le parer. Vous voyez? Ça, c'est, voilà. Donc, c'est pour ça que les éléments, souvent, on les laisse passer ou, voilà, c'est plus facile. D'accord? Donc, voilà pour l'attaque. Maintenant, on va parler, avant de parler des unités, hein, maintenant, on va parler de la résistance. Alors, la résistance, ça n'a strictement rien à voir avec l'attaque. C'est ce qu'il y a ici. Ok, donc la résistance, comme son nom l'indique, c'est une résistance, c'est-à-dire c'est ce que va résister le monstre. Un peu comme Pikachu, hein, je vous ai dit. Pikachu, il est éclair. Si vous lancez une éclair, mais il va résister parce qu'il est déjà de base, lui, élémentaire de glace. Si vous prenez un Pokémon eau et vous lui lancez de l'eau dessus, bah, il vous rigole au nez puisqu'il est eau, donc forcément, il s'en fout. Vous voyez? Bah là, c'est le même principe. C'est-à-dire que lui, par exemple, qu'il a une résistance à la glace. On s'en fout de ça, hein. Il a une résistance à la glace. Si vous faites une attaque de glace, en gros, eh ben, il s'en fout parce qu'il résiste à la glace. C'est pas qu'il s'en fout, mais votre attaque sera divisée par deux parce qu'il résiste à la glace. Vous voyez? Lui, la résistance feu. Si vous lancez une attaque de feu, bah il s'en fout aussi. C'est pas il s'en fout, mais il résiste au feu. Donc forcément, si vous lancez une attaque de feu, ben il rigole entre guillemets. Donc votre attaque elle sera divisée par deux. Même principe que pour les parades, d'accord? Pour exemple, lui, il a une résistance physique. Donc là, il a une résistance feu et une résistance physique. Il a deux résistances, lui, d'accord? Ok. Donc je vais en... Alors cette fois-ci, c'est plus en parade, hein, parce que c'est en résistance. Donc en résistance, c'est en attaque. Que ça soit en attaque ici ou en attaque là, c'est la même chose. Les résistances fonctionnent pour l'attaque à distance ou pour l'attaque standard. Hein, ça fonctionne pour les deux. On y va pour une attaque standard. Et il a une résistance physique. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais l'attaquer en physique, vu qu'il a une résistance physique, bah, toutes mes attaques seront divisées par deux parce qu'il a une résistance et il est plus fort. Donc là, si par exemple je fais attaque 2, attaque 4, par exemple, si je fais ça, d'accord? Comme il a une résistance physique, eh ben, je fais 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc en fait, je lui inflige que 2 points de dégâts. Voilà. Parce qu'il a une résistance justement physique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche, les résistances. Pensez bien, c'est tout simple les résistances. Pensez bien que le gars, que le monstre est résistant à l'élément. Donc si vous l'attaquez avec l'élément, ben forcément vous faites moins de dégâts. Et voilà, c'est exactement ça. Donc c'est limite encore plus facile, je dirais, que les attaques élémentaires. Là, il a une résistance au feu. Si je lance des dégâts au feu, ben pareil, il sera résistant. D'accord? Lui, il a une résistance au feu. Si je l'attaque en physique, il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Si je l'attaque en physique, ça n'a pas d'incidence puisqu'il a une résistance au feu. Vous voyez ce que je veux dire? Tant mieux même que je l'attaque en physique. Donc là, ça marchera au total. Donc lui, si je lui ferai 4 points de dégâts, lui, parce qu'il est résistance au feu. Mais moi, j'attaque pas au feu, je m'en fous du feu. Pour les résistances feu glacé, là, j'en ai pas, mais il existe des résistances feu glacé. Qui peut arriver. C'est rare quand même, mais ça peut arriver. Voilà, feu glacé. Bah lui, il a toutes les résistances, c'est un grand malade. Je crois que c'est un des plus durs d'ailleurs. Donc lui, il a toutes les résistances. Il a feu glacé, résistance physique. C'est-à-dire que là, on imagine qu'il n'a pas la résistance physique. On imagine qu'il a que la résistance au feu glacé, d'accord? Et bah si je l'attaque en feu, vu qu'il résiste au feu, bah ça sera divisé par deux. Si je l'attaque en glace, vu qu'il résiste en glace, ça sera divisé par deux. Forcément.
Si je l'attaque en physique, bah là, ça sera pas divisé par 2. Alors là, oui, parce qu'il a la résistance physique, bien sûr, mais s'il n'avait pas la résistance physique, ce sera pas divisé par 2, d'accord? Donc voilà comment que ça marche la résistance. Moi, je trouve que la résistance, c'est plus facile que les attaques, d'accord? En fait, vous vous dites simplement, est-ce qu'il a une résistance? S'il a une résistance, par rapport à l'élément avec quoi vous attaquez, bah, vous divisez par 2. Et même chose, hein. Si vous faites un combo moitié-moitié, ça, c'est pareil que normal. Si par exemple, alors là, j'en ai pas, hein, d'attaque de feu, mais, j'ai pas d'attaque de feu dans mon deck, bien entendu. Je peux peut-être en trouver dans les actions avancées. Voilà, attaque à distance de feu, par exemple. Ok, donc attaque à distance de feu, d'accord? De toute façon, que ça soit à distance dans cette phase-là, on s'en fout, hein. Ça marche aussi, hein. Attaque tout court. Je vous ai dit, hein, dans cette phase-là, vous prenez pas ce qui est écrit, vous prenez simplement attaque. Attaque à distance, c'est que pour ça. Justement, bah tiens, on peut faire un exemple. Par exemple, lui, ici, il résiste au feu. Ok? C'est marqué là, il résiste au feu. Voilà. Ça, on s'en branle, hein, pour l'instant. Il résiste au feu. Moi, je fais une attaque à distance de feu, de 3. Donc, comme il résiste au feu, bah, mon attaque à distance de 3 sera divisée par 2, 1,5. Arrondi inférieur, 1. Donc là, en fait, je lui fais que 1 point de dégâts. Donc, il faut 4. Donc, il me reste 4 à faire pour pouvoir le tuer à distance. 4 à distance physique. Mais si c'est du feu, bah, faudra 8, par exemple. Vous voyez? Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc là, c'est le même principe, hein. Je fais une attaque de feu 3. Il a une résistance au feu. Donc c'est plus 3, mais c'est 1,5 divisé inférieur. Donc c'est 1. Donc là, avec cette carte-là, je lui fais qu'un point de dégâts. Ce qui fait que derrière, il faudrait que je lui fasse 5 moins 1, ça fait 4. Il faut que je lui fasse 4. 2 et 2, 4 par exemple. Voilà. Donc avec ces trois cartes-là, je peux le tuer. Voilà, par exemple. D'accord? Donc c'est exactement comme, c'est pareil que les parades. Si vous cumulez comme ça plusieurs éléments, ça faut calculer séparément. Ok? Voilà, pour ça, pour les résistances. Il n'y a pas d'autre, cas particulier. Donc là, vous avez compris les élémentaires, vous avez compris les résistances. Donc les résistances, c'est un ennemi qui résiste à l'élément. Donc si vous attaquez avec l'élément et qui résiste, donc forcément, ça sera divisé par 2, tout simplement. Et par contre, quand lui, il attaque avec un élément, pour bloquer l'élément, pour que ça soit efficace, entre guillemets, il faut que vous bloquez avec l'élément inverse, comme dans Pokémon. Eau, éclair. Donc s'il m'attaque en feu, faut que je bloque en glace pour être efficace. Si je ne bloque pas en glace, forcément, ça sera inefficace, que ça soit physique ou glace, et dans ce cas-là, ça sera divisé par 2. Attention, si vous bloquez en feu glacé bloque tout, hein. D'accord? Forcément, parce que la parade feu glacé, vous divisez déjà, mais c'est la plus forte, la parade feu glacé. Donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc voilà pour les résistances, comment ça marche. Est-ce que vous avez tout bien compris? J'espère, en tout cas, j'ai essayé d'expliquer au mieux. Alors moi, je m'étais fait un tableau pour m'aider à mes débuts de Mage Knight. C'est un tableau personnel, vous pouvez me le demander soit par mail, soit sur Discord, je peux vous l'envoyer, c'est moi qui l'ai créé. Donc vous avez deux tableaux différents, une pour les attaques de monstres et une pour les attaques quand c'est moi qui attaque, hein, pour vraiment faire la distinction entre les deux. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est marqué attaque ennemie. Donc attaque ennemi, on est ici, donc c'est lui qui attaque, c'est un ennemi lui, donc il attaque, attaque ennemi, c'est lui qui attaque, voilà. S'il m'attaque en feu, ce qui est le cas, je mets sur feu, attaque ennemi, feu. Si je fais de la parade physique, ça sera divisé par 2, puisque c'est pas efficace. Si je fais de la parade de feu, ça sera aussi divisé par 2. Si je fais de la parade de glace, qui est là l'inverse de l'élément, ça sera efficace, donc il n'y a pas de division. Et si je fais une parade de feu glacé, il n'y aura pas de division. Donc voilà, je me suis fait ce petit tableau-là pour m'aider. Alors ça, c'est quand quand l'ennemi attaque. Et de l'autre côté, vous avez quand c'est moi qui attaque et que l'ennemi a une résistance. Voilà, défense ennemie, s'il a une résistance. Par exemple, j'attaque en physique, il a une résistance physique, mon attaque sera divisée par 2. Hein, attaque physique, par exemple, comme lui. Voilà. Donc c'était vraiment un tableau pour m'aider au début. Maintenant, en vrai, j'utilise plus parce que à force de jouer, on connaît par cœur. J'utilise plus, mais c'est vrai que c'est un tableau qui peut être aidé. Voilà. Si jamais vous avez du mal à retenir ce que je viens de vous dire, vous prenez le tableau, attaque ennemi. Ok, il attaque quoi? Physique. Ok, bon je peux
Je peux faire toutes les parades que je veux, il n'y aura pas d'incidence. Par contre, il attaque en glace. Ah, attention, si je fais une parade physique, vous voyez, là, c'est divisé par 2. Si je fais une parade de glace, là, c'est divisé par 2. Vous voyez? Donc là, c'était pour m'aider quand j'avais fait ça au début, quand je débutais le jeu. Je vous le montre si au cas où vous êtes intéressé. N'hésitez pas à me le dire. Ok? Donc ça, c'est assez simple. Maintenant qu'on a découvert les élémentaires, on a compris comment ça marche. Maintenant, on va voir avec par rapport aux unités, parce que les unités peuvent aussi avoir des résistances, comme celle-là. Celle-là, elle a une résistance physique. C'est très très fort d'ailleurs, hein. Comment ça marche une résistance physique? On va prendre par exemple lui. Il m'attaque à 5. On imagine je ne le bloque pas. J'assigne les dégâts. Je vous ai dit que les dégâts, vous pouvez les assigner à vos unités. Vous avez le droit. Ok. Donc là, lui, il tape à 5. Si je l'assigne à lui, par exemple, je vais le blesser. Je le blesse. Et je fais 5 moins 2. Il reste 3. Ok? Il reste 3 à assigner. Je pourrais l'assigner ici. Par exemple. Lui, il a une petite particularité, c'est que effectivement, il a une résistance physique. Lui, il m'attaque en physique. Quand une unité a une résistance physique, avant de lui infliger un point de dégâts pour réduire l'armure comme j'ai fait avec l'autre, vous devez d'abord réduire une fois l'armure. Parce qu'il a une résistance physique. Donc là, il lui restait 3 de dégâts. J'assigne à lui, sans mettre de blessure grâce à sa physique, grâce à sa résistance. Je fais comme si je lui mettais une blessure, mais je lui mets pas. Donc 3 moins 3, 0, voilà. Il reste 0. Lui, il n'a pas pris de blessure et il reste plus de points de vie. Plus de points d'attaque. Ok? On imagine maintenant, je l'assigne pas à lui, on recommence. Donc j'ai 5 dégâts à assigner, je commence à assigner à lui. Ok? Je vous ai dit que du fait qu'il avait la résistance par rapport à la même résistance par rapport à l'attaque, que vous faites comme si vous mettez un point de dégâts, mais vous le mettez pas. Donc là, je fais comme si je mets un point de dégâts, je le mets pas. 5 moins 3, 2. Je recommence. Je continue à lui assigner des dégâts. Il reste 2 à lui assigner, d'accord? Cette fois-ci, je suis obligé évidemment de lui assigner le dégât, parce que la résistance ne marche qu'une seule fois, en gros. Ok, donc là, je lui assigne les dégâts. 2 moins 3, moins 1. On passe à 0. Et voilà, tous les dégâts ont été assignés. Donc en fait, quand vous avez une résistance sur une unité, partez du principe, si vous préférez, qu'elle peut bloquer jusqu'à 2 fois son armure par rapport à l'attaque qui est donnée. Donc là, par exemple, à la 3 en physique, ben, elle peut bloquer jusqu'à 6 en physique, par exemple. Et tous les dégâts qui sont en dessous de 3 ou égal à 3 seront bloqués sans donner de dégâts. C'est pour ça que c'est très fort. Par exemple, tac, tac, tac. Vous combattez contre 3 orques. Pas de parade. Vous les faites passer. Donc là, vous avez 3 dégâts à assigner. Bon, votre unité là n'est pas blessée et vous n'avez pas assigné de dégâts avec cette unité là sur ce combat là. Bah, vous vous dites, bah voilà, je l'assigne. Donc, je l'assigne à celui-là, ok? Donc, je vous ai dit, vous faites comme si vous mettez une blessure, sauf que la première fois que vous le faites, vous en mettez pas. Donc là, j'assigne 3. Je devrais mettre une blessure, mais j'en mets pas parce que c'est la première fois. 3 moins 3, 0. Ah bah voilà, il n'y a plus de dégâts pour lui. Il n'y a pas eu de blessure. Lui, vous allez me dire, ouais, mais tu peux faire ça pour tous. Ben non, vous n'avez pas le droit. C'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Enfin, en début de vidéo, c'est ce que je vous expliquais au début du combat. Vous n'avez pas le droit de réassigner une unité si elle a déjà été assignée. Donc là, celui-là, je n'ai pas le droit de faire la même chose. J'ai pas le droit. Parce que comme elle a déjà été assignée dans ce combat-là, ben je peux pas la réassigner. Donc lui, c'est soit je les prends moi, soit je les assigne à quelqu'un d'autre. D'accord? Et oui, c'est pas non plus, c'est pas, sinon, ça serait trop simple. Mais par contre, vous pouvez très bien dire, bah vas-y, je bloque lui, lui je laisse passer, on s'en fout. Donc là, les deux sont bloqués. On passe en assignation des dégâts. Lui m'inflige des dégâts. Bah, vu que lui il a une résistance physique et on sait qu'il va pas prendre de dégâts, 3 moins 3, 0. Voilà. Eux, ils sont bloqués. On passe à l'attaque. Ce qui fait que lui, en fait, une fois que vous avez par exemple une unité avec une résistance, bah lui, vous n'avez pas besoin de le bloquer. Vous pouvez laisser passer les dégâts. Vous en foutez. Parce que de toute façon, avec sa résistance, ça endommagera pas l'unité. D'accord? Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça marche, les résistances. Et évidemment, les résistances, c'est par rapport aux attaques. Donc si lui, il m'attaque en feu, bah, la résistance physique ne marche pas. Hein? Logique. Pour que ça marche, il faudrait que ce soit une résistance au feu. Ok?
Attention, vous n'avez pas le droit, par exemple, de dire ou de faire, donc je reprends avec cette unité-là, assignation des dégâts, 5. Vous dites, bon, bah, j'assigne cette unité-là, je devrais lui mettre une blessure, mais vu que c'est résistance, je lui mets pas de blessure, ok. 5 moins 3, ça fait 2, il reste 2 à faire. Les 2 à faire, tant qu'elle n'a pas été blessée comme vous l'avez assigné ici, vous êtes obligé de continuer. Hein. Vous pouvez pas vous dire, bon bah il reste 2, je les mets là, par exemple. Vous n'avez pas le droit à ça. Hein. Vous êtes obligé de continuer là tant que c'est pas tout bloqué ou tant que l'unité n'est pas blessée. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, par exemple, donc 5 pour aller à 3, normalement je devrais mettre une blessure, mais comme il y a résistance, je la mets pas. Donc il reste 2. Et là, je suis obligé de la blesser. Et 3 moins 2, moins 1. Donc là, c'est bon, ok. Mais j'ai pas le droit, les 2 qui restent, j'ai pas le droit de les mettre là. Ou j'ai pas le droit de les prendre moi. Interdit. Du moment que vous avez commencé à assigner, ben vous devez aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'elle prenne des dégâts. Sauf si l'attaque n'est pas assez haute pour infliger des dégâts. Par exemple ici. Hein, ici, donc vous faites assigner ici, vous devez mettre une blessure, vous en mettez pas, 3 moins 3, bah il n'y a plus rien. Comme il n'y a plus rien, évidemment, c'est fini. Hein, vous pouvez pas continuer, il n'y a plus rien. Mais si vous devez continuer, vous continuez évidemment sur l'unité que vous avez assignée. Vous pouvez pas dire les 2 qui restent, les mets là. Vous n'avez pas le droit. Il faut continuer avec cette unité-là tant qu'elle n'est pas blessée ou qu'il lui reste de l'armure ou qu'il reste des points. D'accord? Voilà. Voilà pour ça. Voilà pour les résistances, voilà pour les élémentaires. Donc vous voyez, en fait, c'est très simple, hein, en fin de compte, puisque ça marche en fait comme pour nous, c'est-à-dire vous prenez une blessure, vous réduisez l'armure, donc c'est le même principe ici. Et s'il y a une résistance, bah, la première fois que vous le faites, vous mettez pas de dégâts. Voilà, comme ça vous n'allez pas vous tromper. Hein. D'accord? On peut prendre un autre exemple si vous voulez. Alors je vais aller sur une unité un peu plus costaude, par exemple celle-là. On imagine que vous avez cette unité-là. Cette unité, elle a 4 de défense et résistance au feu. Et on imagine que c'est cette unité-là qui m'attaque. Elle m'attaque. Phase de parade, je ne pars pas. Phase d'assignation des dégâts. J'ai assigné des dégâts, je décide d'assigner ici. C'est un nouvel exemple. Donc normalement, je devrais mettre une blessure, mais comme elle a une résistance au feu et que c'est une attaque au feu, ok. Donc la première fois, je mets pas la blessure. 6 moins 4, il reste 2. Je continue. Là, cette fois-ci, je mets la blessure. 4 moins 2, on passe à 0. Voilà. J'ai assigné là, elle a pris une blessure, mais au moins, il n'y a plus de dégâts assignés. C'est fini. D'accord? Donc voilà comment que ça marche. Attention, si par contre on m'attaque euh, en feu glacé, par exemple, là, ça ne marche pas. Puisque, vu que c'est une attaque feu glacé et que j'ai une résistance au feu, ça ne fonctionne pas. Pour avoir une résistance de feu glacé, enfin pour que ça marche sur le feu glacé, sur une attaque de feu glacé, il faut avoir une résistance de feu glacé. Forcément. C'est comme si c'était un élément à part, quoi. Feu, glace, feu glacé. Alors, inversement, donc là, je vous ai dit que si c'est une attaque de feu glacé contre du feu, ça ne marche pas. Et inversement, si j'ai une résistance de feu glacé et qu'on m'attaque en feu, bah là, ça fonctionne. Hein, parce que je vous rappelle que le feu glacé, c'est autant le feu que la glace. Donc, du coup, forcément, ça fonctionne de partout. Même chose, hein. Si vous attaquez une unité qui a une résistance feu glacé, feu et glace, si j'attaque en feu, forcément, mon feu sera divisé par 2, puisqu'il y a une résistance autant de feu que de glace. Donc, pour les unités, c'est la même chose. Attention, l'inverse n'est pas vrai. Hein. Le feu glacé, c'est le plus fort, en fait. Hein. Donc, si par exemple, lui, il attaque en feu glacé, c'est le plus fort, moi j'ai une résistance de feu, ça ne marche pas. Par contre, si moi j'ai une résistance de feu glacé et que lui il attaque en feu, l'inverse, là ça marche. Ma résistance passe au-dessus. Le feu glacé marche pour tout en fait, c'est le plus fort. C'est pareil pour les attaques, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est le même principe. Hein. Si par exemple, euh, bah lui, il a une résistance feu à glace. Si moi j'attaque en feu, bah forcément toutes mes attaques en feu seront divisées par 2. Logique. Parce qu'il a la résistance la plus forte. Feu glacé. Si par exemple lui, il est en résistance feu. Si j'attaque en feu glacé, bah là ça passe parce que c'est moi qui est le plus fort. Feu glacé c'est toujours plus fort. D'accord? Donc là il n'y a pas de problème. Mon attaque ne sera pas inefficace. Euh, Là par exemple celui-là, j'attaque en feu, bah c'est inefficace forcément. Il est feu glacé, c'est le plus fort. J'attaque en glace, c'est inefficace aussi, par exemple.
Voilà, vous avez compris le principe, d'accord? Voilà. Et ben c'est pareil pour les résistances. Partez du principe que le feu glacé c'est le plus fort. Voilà. Donc si vous vous posez la question, lui il attaque en feu glacé, est-ce que ça marche ma résistance au feu? Bah non, ça marche pas. Par contre l'inverse ça marche, voilà, parce que évidemment le feu glacé c'est plus fort. Voilà pour les élémentaires. De toute façon, les attaques de feu glacé, en vrai, vous en aurez pas une tonne, hein. C'est souvent assez rare. Ouais, c'est très très rare d'avoir des attaques de feu glacé. C'est les plus fortes, les attaques de feu glacé. C'est celles qui marchent contre tout. Mais c'est assez rare d'en avoir, hein, donc ça peut arriver, mais c'est assez rare. Si vous avez l'occasion d'en avoir, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Voilà, donc je répète, hein, si vous voulez le petit tableau, n'hésitez pas à me demander. Ça pourra vous aider quand vous attaquez, par exemple, attaque Mage Knight, vous voyez, bah, feu glacé. Quand vous attaquez en feu glacé, sur une résistance de feu glacé, ça sera divisé par 2 forcément, ce qui résiste. Si vous attaquez en feu sur une résistance de feu glacé, ce sera divisé. En glace sur une résistance de feu glacé, ce sera divisé, logique. Euh, En physique, bah non, ce sera pas divisé puisqu'il n'a pas la résistance physique. D'accord? Donc ça peut vraiment vous aider. Et inversement, là c'est quand c'est eux qui attaquent, comment on fait une parade. D'accord? Voilà pour ça. Maintenant, on va voir comment on fait pour les multi-attaques. Enfin, le combat en multi-cible. Ça peut être aussi un point compliqué à comprendre. On imagine, on a tout ça. Voilà, on se combat contre tout ça. Ça risque d'être compliqué quand même. Ah oui, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, pardon. Quand un ennemi a une résistance, alors attention, une résistance, hein, donc c'est ça. Quand un ennemi a une résistance magique, donc là par exemple une résistance au feu, vous n'avez pas le droit d'utiliser des capacités avec du mana rouge contre cet ennemi-là. Il a une résistance naturelle en fait à toutes les capacités de mana rouge. Voilà. Et à toutes les capacités, les effets en fait, tous les effets de vos cartes rouges, il est immunisé. Et pareil pour lui, par exemple, en bleu, et ben toutes les capacités qui nécessitent du mana bleu des unités ou toutes les capacités, tous les effets, pardon, contre le bleu, ça ne fonctionne pas. D'accord? Tous les effets ne fonctionnent pas. Il y a que, en fait, il y aura que l'attaque qui marche et rien d'autre. Par exemple, je vous donne un exemple. C'est souvent sur les sorts qu'on voit ça. Par exemple, faut que je prenne un sort. Hop là. Par exemple, voilà, la démolition. C'est un sort de mana rouge. Ignorer les fortifications décide ce tour ou -1 d'armure pour les ennemis. Et ben ça, par exemple, ça ne marchera pas sur lui parce que lui, il a une résistance. Il a une résistance donc rouge, hein, si vous préférez. Donc tous les effets rouges, tous les sorts rouges, tous les effets de capacité ou ce que vous voulez rouge ne fonctionnent pas sur lui. En fait, si vous jouez un truc rouge avec une capacité ou un effet, il y aura que l'attaque qui va marcher, mais pas les effets. Les effets ne fonctionnent pas. Si par exemple ça vous dit, ben tiens, tu fais une attaque de feu 5 et tu lui enlèves 3 d'armure, et ben il y aura que l'attaque qui va marcher et les 3 d'armure enlevés ne fonctionnera pas sur lui parce qu'il a une immunité à tous les effets rouges. Et lui pareil évidemment sur le bleu. D'accord? Voilà par exemple. Parce que ça arrive souvent qu'il y a des effets en plus dans vos cartes. Euh, Comme là, -1 d'armure pour l'ennemi bloqué. Par exemple, si vous faites une parade, l'ennemi bloqué, il a -1 d'armure. Mais comme là c'est bleu, le -1 d'armure ne fonctionnera pas sur lui. Voilà, c'est un effet. L'effet de la capacité. La parade marche, mais l'effet de la capacité ne marchera pas. Voilà, faut le savoir. Ça peut arriver des fois qu'il y ait qu'il y ait des attaques avec des capacités ou des effets, mais là ça marchera pas. Donc même chose, hein, si vous avez des effets au niveau de ça, ça ne fonctionnera pas. Je sais pas, par exemple, voilà.
Par exemple, celle-là, parfait. Voilà, ici, par exemple, si je paye un mana bleu, on me dit l'ennemi ciblé n'attaque pas et a armure -3. Bah ça, c'est même pas la peine de le lancer là-dessus, parce que lui, comme il a une résistance à la glace, il est immunisé contre ça. Donc ça ne marche pas. Donc là, l'ennemi ciblé n'attaque pas, ça ne marche pas contre lui. Et armure -3, ça ne marche pas contre lui. Par contre, si c'était marqué parade 5, immunisé, machin, l'ennemi ciblé n'attaque pas et armure -3, bah la parade 5 marcherait, mais par contre, le reste ne marche pas. Il n'y a que les parades ou les attaques qui marchent, mais il est immunisé contre ça, d'accord? Donc ça, faut le savoir. C'est important. Et, groupement d'attaques. Alors, on retourne sur une attaque standard. On imagine, on a tout ça. Vous avez le droit de regrouper les unités entre elles pour pouvoir les attaquer, puisque normalement, il faudra les attaquer différemment. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, je sais pas, j'ai... En fait, soit vous faites... Par exemple, je vais prendre ces trois-là en attaque. Ok, on imagine en attaque. Donc, soit je peux faire attaque 4 contre lui. Attaque 2, pardon. Soit attaque 2 plus attaque 2. Donc là, ça fait 4. Ok, ok. Après, je peux prendre lui. Donc lui, je peux faire attaque 2 plus attaque 3. On imagine si j'ai un mana blanc. Donc là, je fais attaque 3 plus 2. Ça fait 5. Donc lui, il meurt. Voilà, j'ai 2 cartes pour lui, 2 cartes pour lui. Et puis lui, attaque 3 plus attaque 2. 3 et 2, 5, il meurt aussi. Donc ça, vous pouvez les faire séparément, pas de problème, d'accord? Donc vous jouez vos cartes pour tuer chacun des ennemis séparément, il y a aucun souci. Ok? Si l'ennemi a une résistance, par exemple lui, il faudra mettre plus de cartes. Hein. Par exemple, si je veux tuer lui avec 7, donc là j'ai fait 3 et 2, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai même pas assez pour le tuer. Parce qu'il faut 14 pour le tuer vu qu'il a une résistance physique. 14. Bon, bah, j'ai même pas assez pour le tuer. Parce que j'ai 13. Ok, on imagine. Ok, donc ça, pas de problème. Bon, peu importe. Mais vous avez aussi le droit de regrouper les unités, ce qui fait qu'en fait, vous allez dépenser moins de cartes. Par exemple, là, pour tuer lui à 4 et lui à 5, j'ai utilisé 4 cartes. Alors que si je les regroupe, bah, j'utiliserai moins de cartes. Si je les regroupe, vous avez le droit de les regrouper. Tac, tac. Si vous les regroupez, ben, vous additionnez le total de l'armure. Donc 5 et 4, 9. Et vous avez le droit de jouer vos cartes pour faire un total de 9 en fin de compte. Vous ne perdez pas en fait le surplus des cartes, vous ne les perdez pas comme j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, ce que j'ai fait 3 et 2, 5. Là, j'ai fait 5 contre 4. Donc le 1 qui me reste, je le perds. Alors que si je décide de les regrouper, ben, je ne les perds pas. Vous voyez? Donc là, j'aurai déjà 5 potentiellement. Plus 3, par exemple. Plus 1. Voilà, par exemple. Donc là, j'inflige 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 5 et 4, 9. Ok? Ce qui fait que je perds pas la somme de mes attaques restants par rapport à une unité. Par exemple, si là j'avais fait, bah tiens, par exemple celui-là. Celui-là il est à 3, je fais une attaque de 4, parce que on imagine que j'ai un mana. Je le mets tout seul, bah je perds un dégât, on est d'accord. 4, il meurt, d'accord, mais je perds un dégât là, sur cette carte-là, par exemple. Alors que si je le groupe avec les autres, par exemple, bah là, du coup, j'aurais déjà 4. Lui, il serait mort. Enfin, j'additionne la totalité. Donc, ça fait 12. Mais là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, par exemple. Ok? Donc, c'est plus facile. Je vais utiliser moins de cartes que de les faire individuellement. Donc, ça, vous avez le droit de les regrouper quand vous êtes en attaque. Que ça soit attaque ici ou attaque à distance, vous avez le droit de les regrouper. Il n'y a pas de souci. D'accord? La seule contrainte au fait de les regrouper, c'est que si jamais ils ont des résistances, eh ben ils se donnent tous les résistances. Tous, vu que c'est groupé forcément. S'il y en a un dans le lot qui a une résistance ou une fortification pour l'attaque à distance, eh ben ça veut dire que tout le monde en fait bénéficie de la résistance et de l'attaque à distance. Par exemple, je prends lui. J'ai un groupe de 3 à tuer. Donc on va dire que j'ai pas d'attaque à distance. On est en phase d'attaque tout en bas et je dois les tuer, d'accord?
Donc lui, il a une résistance physique. Lui. Je décide de tous les regrouper. Si je les regroupe tous, par exemple, ça fait 13. Sauf que comme ils sont tous regroupés, moi je les mets comme ça quand je les regroupe. Quand ils sont tous regroupés, eh ben, du fait que lui, il a une résistance physique, d'accord? Eh ben, ils ont tous la résistance physique. Puisqu'en fait, vu que vous faites la somme, hein, vous faites la somme. Donc, par exemple, 13. Et du moment qu'il n'y en a qu'un seul qui a une résistance physique, c'est comme si tout le monde avait la résistance physique. En fait, vous les fusionnez, un peu comme les Power Rangers, si vous voulez. Vous savez, quand ils appellent leurs robots, là, ils se mettent dedans, machin. Bah, c'est un peu le même principe. En gros, ils fusionnent, si vous voulez, comme s'il y avait un nouveau jeton. Et du coup, ils se donnent la résistance. Donc, en fait, là, ils se fusionnent. C'est comme si on avait un nouveau monstre, si vous voulez. Hop, je le mets là, un nouveau monstre, avec la totalité de la défense. Donc 13. Donc lui, il aurait 13. Et il aurait résistance physique et le feu. Puisqu'évidemment, et lui, il a. Même si lui, il a pas, lui, en fait, eux, ils se transforment en lui, et lui, il a 13 résistance physique et feu. Voilà, en gros. Donc c'est ça, en fait, quand vous les regroupez, mais ils prennent si on a au moins un qui a une résistance, bah, ça veut dire que tout le monde la prend. Donc là, en fait, si je décide de regrouper les trois, bah, faut que je bats lui à 13 résistance physique. Voilà, donc voilà, j'essaie de le battre à 13 résistance physique, en gros. Donc c'est la somme de ça, d'accord? Et pareil pour les fortifications, en termes d'attaque à distance. S'il y en a un qui a une fortification, un seul, et que vous décidez de les regrouper, eh ben ils auront tous la fortification. C'est comme s'il y avait qu'un seul ennemi avec la nouvelle armure et la fortification et les résistances, voilà. Donc quand vous décidez de regrouper des unités, vous avez le droit de le faire, mais du coup, si on a un seul dans le lot qui a une résistance, ben ça compte pour tout le monde. Ou une fortification, ça compte pour tout le monde, d'accord? Donc si par exemple vous décidez de les grouper eux les deux en attaque à distance, bah là comme lui il a une fortification, bah les deux auront une fortification. Donc il faudra faire 8 en attaque de siège pour pouvoir les tuer. Ou alors vous pouvez les considérer comme séparés, vous avez le droit. Après il faudra faire, bah lui il faudra faire 5 en attaque à distance minimum, et lui il faudra faire 3 en attaque de siège minimum. Vous voyez, c'est plus les mêmes attaques puisqu'ils sont pas groupés. Mais vous avez le droit potentiellement de les grouper si vous trouvez que c'est plus facile. Vous avez le droit, d'accord? Il faut juste se souvenir qu'ils partagent les résistances et la fortification. Donc moi, je pars du principe que c'est comme, pour plus de facilité, vous faites comme Power Rangers. En gros, vous fusionnez les ennemis ensemble, ça fait un nouvel ennemi. Et du coup, du moment qu'il y en a un qui a une fortification ou une résistance, ben, le nouvel ennemi forcément prend la résistance, d'accord? Et voilà, on imagine, c'est comme ça que je vois les choses. C'est peut-être plus facile, d'accord? Donc il y a peut-être un intérêt quand vous combattez plusieurs ennemis à grouper ceux qui ont les mêmes résistances. Par exemple, si je groupe lui avec lui, ok, donc ça ferait 9, forcément. Ils ont tous les deux une résistance de feu, donc forcément, de toute façon, ils ont la résistance de feu, mais attention, lui, il a une résistance physique. Ce qui fait qu'il donnerait la résistance physique à lui aussi, vu qu'ils sont groupés. En fait, c'est comme si c'était un nouvel ennemi à 9, résistance physique, résistance de feu. Voilà, en gros. C'est ça, en fait, le truc, d'accord? Donc, faites attention quand vous groupez, hein, ne faites pas d'erreur. Donc lui, par exemple, si vous le groupez avec des autres, il donne tout, hein, donc donc faut peut-être pas le grouper. D'accord? Mais vous avez potentiellement, vous pouvez les grouper si c'est plus facile pour vous de les tuer. Surtout au début, par exemple pour les orques. Au lieu de faire, par exemple, bah, une attaque de 4 avec lui, donc attaque 2 plus attaque 2, donc j'ai fait 4 pour le tuer. Ok, mais sauf que là, il a que 3, donc je perds un point d'attaque. Et puis lui, j'ai 5, et ben je vais peut-être faire 2, 3, 4, 5. Par exemple, lui, il meurt. Ben, vous avez la possibilité de les grouper. Donc là, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes pour tuer les deux. Ben, vous avez la possibilité de les regrouper pour qu'ils deviennent 8. La fortification, on s'en fout parce qu'on est là, c'est important. Ils sont à 8. Et peut-être qu'avec les mêmes cartes que j'avais, à 8, c'est peut-être plus facile pour moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je gagne une carte. Le fait de les avoir groupés, je gagne une carte. Vous voyez? Donc voilà, ça sert à ça. Vous pouvez les grouper, vous pouvez faire les groupes que vous voulez. Il faut juste se dire que si vous le faites, ils partagent les résistances et la fortification. Donc vous voyez, en fait, ça reste simple, hein. Ça reste très simple. Quand il y a plusieurs ennemis, on peut se dire ouais, c'est difficile et tout, mais non. Vous pouvez les grouper. Vous pouvez les grouper que quand vous les attaquez. Vous n'avez pas le droit de les grouper quand vous défendez. Hein? Donc voilà, attention à ça. Vous n'avez pas le droit de grouper, par exemple, les deux là, à dire bon bah je fais une parade de 6. Ça, vous n'avez pas le droit.
faudra forcément les parer un par un. Donc en fait, le regroupement est assez simple, hein, parce que c'est que quand vous attaquez que vous pouvez les regrouper. Et si vous les regroupez, ils partagent les mêmes résistances et la même fortification. Comme si ça devenait un nouveau monstre, si vous voulez, fusionné avec tout le monde. Voilà. Donc ouais, on pense souvent que c'est difficile le fait de les grouper, mais en fin de compte, vous voyez que c'est simple, en vrai. Donc voilà pour les combats un peu spécifiques. On a à peu près tout vu, en vrai. Ouais, je réfléchis un peu, mais je pense qu'on a tout vu. Donc là, vous avez vu l'ensemble des règles au niveau de Mage Knight. Je pense qu'après, évidemment, il faut s'entraîner, il faut poser des questions, souvent quand on joue. Mais là, en vrai, vous êtes capable de jouer avec ces deux vidéos-là que j'ai faites. Vous êtes capable de jouer. Même si vous allez faire un peu d'erreur, c'est pas grave au début, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais vous êtes capable de jouer tout seul. Vous avez compris les combats, vous avez compris comment joue un tour de jeu, une manche, etc., etc. Voilà. Alors, si on met fin de manche, par exemple, j'ai pas expliqué le joueur fantôme comment ça se passe, mais fin de manche. Donc là, vous aurez vos trois sorts. D'accord? Donc là, on imagine que c'est la fin de manche, c'est fini. Vous avez une mini mise en place à faire par rapport à la nouvelle manche. Bah, c'est très simple. Vous prenez la dernière carte des sorts. Donc là, c'est couleur verte. Donc vous donnez un mana vert au joueur fantôme. Si c'était blanc, bah, vous mettez un blanc. Voilà, d'accord? Vous donnez toujours la couleur de la dernière carte, toujours. Cette carte-là, elle est défaussée. Ça switch. Vous en mettez une nouvelle. Voilà, d'accord? Et alors au niveau des unités, elles sont toutes défaussées, vous en remettez des nouvelles, bien sûr. Et au niveau des cartes ici, la dernière carte tout en bas, au lieu de la défausser, ben vous la prenez, vous la donnez au deck du joueur fantôme. Comme ça, il aura une carte supplémentaire à la prochaine manche. Et après, même principe, ça vous descendez et vous en mettez une nouvelle, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça ce qu'il y a à faire à chaque manche, vous voyez, donc c'est très simple. Vous prenez la carte, vous la donnez au joueur fantôme et vous défaussez les trucs. Sachant que toutes les unités restantes sont toutes défaussées et vous en remettez des nouvelles. D'accord? Et voilà. Je pense que là j'ai fait le tour de Mage Knight. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Si jamais vous voyez que j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. J'épinglerai votre message, hein, parce que bah, je suis pas à l'abri de dire des bêtises, bien entendu. Il y a quand même beaucoup d'informations. Et puis le fait que ce soit un tuto, je pense à pas mal de choses à ce que je vais dire avant et après. C'est un exercice qui est assez difficile, donc j'ai pu dire des bêtises ou par moments, des fois, on s'exprime mal et du coup, vous comprenez, on comprend où on s'exprime, comment on s'exprime mal. On dit l'inverse de ce qu'on pense en fait. Voilà, donc faut pas hésiter à le dire dans les commentaires. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, pourquoi pas peut-être réitérer l'expérience sur un autre jeu, à voir, un jeu peut-être un peu plus complexe aussi, à voir si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à dire si vous souhaiteriez avoir une partie justement après la théorie, on peut passer à la pratique avec une nouvelle partie de Mage Knight sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous seriez intéressé. Ou alors en mode un peu découverte, même si c'est pas une découverte, mais en mode un peu découverte où petit à petit on reprend un petit peu les règles, tout ça. Voilà. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.